Chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille en cette période si spéciale avec le déconfinement progressif. Donc, je suis le professeur Adil Cherkaoui, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Donc, je m'adresse particulièrement aux étudiants de la licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion, notamment ceux inscrits en première année, semestre 2, en matière de comptabilité générale 2. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un aperçu sur le déroulement méthodologique concernant l'examen de mon module de comptabilité générale 2, destiné particulièrement aux étudiants de l'ensemble 5. Il s'agit particulièrement d'une mise au point d'ordre méthodologique ayant pour but de vous expliquer le déroulement méthodologique, les modalités et le contenu spécifique à l'évaluation concernant la comptabilité générale 2. Bien entendu, l'évaluation aura lieu en septembre prochain, septembre 2020, de manière à évaluer vos connaissances acquises tout au long de notre cours en présentiel d'abord, et par la suite les supports et les vidéos que je vous ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube et sur le site de la faculté. Concernant donc le cadre général de l'examen, l'évaluation en question prendra le format d'un QCU, c'est-à-dire des questions à choix unique. Tout au long de l'évaluation, vous aurez des questions avec des modalités et vous serez amené à choisir une et unique réponse. La durée préconisée pour l'évaluation est aux alentours de 45 minutes, sans dépasser bien entendu 1 heure par rapport à la durée. En termes de contenu, vous aurez à la fois des questions théoriques, de compréhension et d'analyse, puisqu'on avait déjà discuté la justification des travaux de fin d'inventaire à travers notre chapitre introductif, et tout au long des différents chapitres relatifs aux amortissements, aux provisions et aux régularisations, je ne cessais de vous expliquer le pourquoi du comment. Et à partir de là, il se peut que dans votre évaluation, vous aurez des questions de nature théorique de manière à évaluer le degré de compréhension et d'appréhension du contenu relatif aux travaux de fin d'exercice. Bien entendu, à cela, vous aurez également des questions à portée pratique qui portent sur des exercices techniques de manière à évaluer votre capacité à faire face à des problèmes relatifs à la tenue des travaux d'inventaire. Donc, étant donné l'annonce officielle, les avis que vous avez reçus de la part du ministère, de la présidence de l'université, mais également la décision relative au conseil d'établissement, l'évaluation portera principalement sur le contenu assuré en présentiel, notamment le chapitre introductif sur la tenue et la justification des travaux de fin d'exercice, le premier chapitre relatif aux amortissements, dans lequel on avait discuté l'importance de l'amortissement, ses modalités, ses modes d'enregistrement et l'incidence de l'amortissement sur la balance, le bilan, le CPC. Et on avait terminé la dernière séance avec la question de la cession des immobilisations et la régularisation de l'amortissement. Et accessoirement, vous pouvez aussi avoir quelques questions relatives aux autres chapitres qu'on a traités virtuellement, que ce soit à travers les supports que je vous ai communiqués sur le site de la faculté ou tout simplement des vidéos que je vous ai enregistrées sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vous demande sérieusement de prendre en considération le contenu en présentiel, donc le chapitre introductif plus le chapitre relatif aux amortissements. Et pour votre formation, pour votre cursus, vous devez aussi le compléter en étudiant, en travaillant aussi l'importance des provisions et des régularisations. Donc là, dans cette vidéo, vous aurez un exemple illustratif. D'ailleurs, en cours présentiel et même à distance, je vous ai communiqué plusieurs exercices d'application, des exercices d'illustration concernant les différentes thématiques relatives à notre cours, notamment les amortissements, les provisions et les régularisations. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai préparé un examen blanc de manière à vous donner un aperçu sur le déroulement méthodologique et le contenu qui peut éventuellement faire objet de l'examen final.
Bien sûr, je sais très bien qu'un grand nombre d'étudiants apprennent par cœur les examens et les exercices. Donc là, je lance un avertissement à travers cette vidéo pour vous sensibiliser quant à l'importance de la compréhension et de l'appréhension des concepts, des formules, des techniques, etc., de manière à mieux comprendre le contenu pédagogique. Donc vous n'êtes pas là pour apprendre des exercices, vous devez comprendre le cheminement comptable relatif aux différents travaux de fin d'exercice de manière à surmonter toute difficulté ou toute surprise que vous pouvez avoir éventuellement dans une évaluation quelconque, au-delà même de l'examen relatif au module de la comptabilité générale 2. Donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ne représente qu'un exemple illustratif que vous n'êtes pas tenu d'apprendre par cœur, mais plutôt de comprendre sa logique méthodologique de manière à vous préparer à l'évaluation finale. Donc là, comme je vous ai dit, vous aurez un QCU, question à choix unique, et à chaque fois, vous aurez à la fois des questions théoriques ou des questions pratiques. Donc commençons par la première question. Donc là, on vous demande par rapport à l'inventaire extra-comptable, est-ce que un inventaire extra-comptable correspond à une constatation physique de tous les biens possédés par l'entreprise, y compris ses créances et ses dettes, une constatation comptable de tous les biens possédés par l'entreprise, y compris ses créances et ses dettes, une constatation physique de tous les biens possédés par l'entreprise sans tenir compte de ses créances et de ses dettes. Rappelez-vous, dans notre première séance relative à la comptabilité générale 2, dans le cours présentiel, j'ai commencé par mon chapitre introductif de manière à vous justifier la tenue des travaux de fin d'exercice et par conséquent le cheminement comptable qu'on doit suivre pour aboutir à l'élaboration des états de synthèse. Et là, rappelez-vous, je vous ai mis en relief l'importance de l'inventaire extra-comptable. C'est un inventaire qui est complémentaire à ce qu'on appelle l'inventaire comptable. Et effectivement, en matière d'inventaire extra-comptable, il s'agit de recenser physiquement l'ensemble des biens possédés par l'entreprise, le patrimoine, y compris les créances et les dettes. Et donc, ce n'est pas une constatation comptable parce que l'inventaire extra-comptable ne correspond pas à des écritures comptables. Donc, il s'agit de recenser physiquement tous les biens dont possède l'entreprise, y compris donc les créances et les dettes, de manière à justifier donc de leur présence et de leur véracité. Donc là, il faut cocher la première réponse. Donc, il s'agit d'une constatation physique de tous les biens possédés par l'entreprise, y compris ses créances et ses dettes. Deuxième question aussi de nature théorique. Et donc là, en vertu du principe de la continuité de l'exploitation, il convient de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et cela uniquement. L'entreprise doit établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. La comptabilité de l'entreprise doit révéler toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir en matière d'utilisation de cette information. Donc là, on a déjà vu les 7 principes comptables avec leur implication en matière d'enregistrement comptable. La première modalité n'est pas correcte parce qu'il renvoie au principe de la spécialisation des exercices, ce qu'on a appelé l'indépendance des exercices, et effectivement, il faut rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent, et donc là, c'est ce qui justifie les régularisations des produits et des charges. La troisième modalité n'est pas correcte, donc la comptabilité de l'entreprise doit révéler toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir. Et donc là, on parle du principe d'importance significative, et effectivement, il faut cocher donc la deuxième modalité, selon laquelle, effectivement, l'entreprise est tenue d'élaborer ces documents, ces états de synthèse, dans la perspective d'une continuité permanente et normale de l'activité, sans avoir l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. Donc là, il faut cocher la deuxième modalité. Troisième question aussi d'ordre théorique. Donc là, on parle de l'inventaire des disponibilités. Donc là, on fait référence principalement à la trésorerie quand on parle de disponibilité. Donc ce sont les avoirs
que l'entreprise possède dans sa trésorerie active. Et donc là, l'inventaire des disponibilités permet de vérifier l'état des engagements clients, totalement irrécouvrable, la concordance du solde du compte banque tenu par l'entreprise avec le solde figurant sur le relevé reçu par la banque, les charges et les produits ne concernant pas l'exercice et qui ont été enregistrés. Bien sûr, puisque là on parle des disponibilités, donc on raisonne en termes de trésorerie. Et naturellement, il faut cocher la deuxième modalité puisque l'inventaire des disponibilités permet le rapprochement, la correspondance du solde bancaire tenu par l'entreprise avec le solde qui figure sur le relevé reçu par la banque. Et à partir de là, donc, c'est la deuxième modalité qui est correcte. La première modalité renvoie à l'inventaire des créances, puisqu'on parle de l'état des engagements clients qui sont devenus irrécouvrables. Donc, rappelez-vous, on l'avait déjà discuté dans le deuxième chapitre relatif aux provisions pour dépréciation des créances. Et en dernier lieu, les charges et les produits. Donc là, c'est la régularisation des charges des produits. C'est tout à fait différent. Donc là, l'inventaire des disponibilités renvoie effectivement à la deuxième modalité, de manière à faire le rapprochement bancaire entre ce qui est enregistré et ce qui est réellement donc, disponible en matière du compte de l'entreprise. Quatrième question aussi de nature théorique. Donc là, en matière de l'organisation des travaux de fin d'exercice, la date de fin d'exercice devrait correspondre nécessairement à la fin de l'année civile, donc 31 décembre de l'année en cours. L'entreprise fixe préalablement une période de la tenue des travaux et la communique à la Direction générale des impôts, ou bien l'inventaire doit être réalisé au moins tous les 12 mois à la clôture d'exercice. Donc là, vous remarquez bel et bien qu'il s'agit de la troisième réponse, puisque effectivement, la date de fin d'exercice ne doit pas forcément correspondre à la fin d'année civile. Donc l'entreprise a la liberté de choisir la date en fonction des spécificités de ses activités, de l'évolution de ses activités. Et par conséquent, il n'est pas tenu obligatoirement de correspondre, bien entendu, la date des travaux d'inventaire avec la fin d'année, avec le 31 décembre. Là encore, l'entreprise n'a pas aussi l'obligation de fixer une période et il n'est pas obligé à la communiquer à la Direction générale des impôts. Et là, effectivement, en matière de l'organisation des travaux de fin d'exercice, le Code général de normalisation comptable oblige aux entreprises d'avoir réalisé au moins une fois tous les 12 mois, c'est-à-dire sur un exercice comptable, un inventaire de manière à justifier l'élaboration des états de synthèse en passant d'une balance avant inventaire à une balance après inventaire. Et à travers cela, on va donc élaborer le bilan, le CPC et les autres documents comptables nécessaires. Et donc là, il faut cocher la troisième réponse, puisque effectivement, en matière de l'organisation des travaux de fin d'exercice, l'entreprise est tenue de réaliser un inventaire au moins une fois sur l'exercice, généralement à la clôture. Cinquième question, aussi de nature théorique. Donc là, on vous demande si le résultat comptable d'un exercice se traduit par une perte. Est-ce que la comptabilisation d'amortissement s'avère obligatoire à la clôture de l'exercice? La comptabilisation de l'amortissement n'est pas obligatoire à la clôture de l'exercice. Seule la constatation des provisions qui devient non obligatoire dans ce cas de figure. Et là encore, quand on a discuté la question de l'amortissement, je vous ai dit que, attention, donc la dépréciation des immobilisations doit être constatée en matière comptable indépendamment du résultat. Que l'entreprise gagne ou perde sur ses activités, qu'elle réalise un bénéfice ou une perte, la constatation de l'amortissement est une obligation légale. Parce que du point de vue fiscal, l'entreprise est tenue obligatoirement d'enregistrer dans sa comptabilité la dépréciation, l'amoindrissement de la valeur de ses actifs immobilisés suite à l'usage, suite à l'obsolescence technique, etc. Et donc là, effectivement, la comptabilisation de l'amortissement s'avère obligatoire à la clôture d'exercice, même si le résultat comptable d'un exercice se traduit par une perte. Et à partir de là, il faut donc cocher la première modalité. Donc pour la question 5, il faut cocher la première modalité. Donc là, passons à un exercice très simplifié. Donc vous avez un matériel acquis
à 72 000 dirhams le 26 avril 2014. La durée de vie probable est de 5 ans. Donc là, on vous demande de calculer le taux d'amortissement dégressif. Donc on suppose que cette immobilisation est amortie selon le mode dégressif et on vous demande d'estimer le taux d'amortissement. Première chose, il faut d'abord transformer la valeur d'origine en hors taxe. Rappelez-vous, je vous ai dit que toujours l'amortissement est calculé sur la valeur d'origine en hors taxe, sauf si la TVA n'est pas récupérable. Donc là, nous avons un matériel, et donc là, la TVA est toujours récupérable. Bien sûr, vous n'êtes pas à prendre toutes les immobilisations dont la TVA n'est pas récupérable parce que ça relève de la fiscalité. Vous êtes au démarrage de votre cursus de formation et on ne va pas vous embêter par les considérations fiscales. Donc lorsque la TVA n'est pas récupérable, elle sera mentionnée sur l'énoncé de l'exercice pour ne pas vous embêter. Donc là, on suppose que la TVA est récupérable. Donc 72 000 divisé par 1 sur 1 plus taux TVA. Donc vous avez 72 000 sur 1,2 parce que nous avons 20% de TVA. Donc 20 sur 100 c'est 0, donc 1 plus 20% c'est 1,2. Et donc 72 sur 1,2 c'est-à-dire hors taxe. Donc là pour juste calculer la dotation aux amortissements. Pour le taux d'amortissement, donc là vous aurez 100 sur la durée, donc 100 sur 5 est égal à 20%. Puisque nous avons le taux d'amortissement dégressif, il faut l'augmenter par un coefficient. Donc le coefficient dépend de la durée d'amortissement. Rappelez-vous de ce qu'on a déjà étudié dans notre cours en présentiel. Et donc là, effectivement, puisque la durée est égale à 5 ans, donc là, l'entreprise est tenue de multiplier le taux normal par un coefficient de 2. Et donc nous avons 100 sur 5 égale à 20%, fois 2 est égal à 40%. Et donc là, il faut cocher 40%, la deuxième modalité qui est correcte. Là encore, on vous demande de calculer la première dotation dégressive aux amortissements à retenir. Donc là, toujours avec la même immobilisation. Donc, puisqu'on a acquis l'immobilisation le 26 avril 2014. Donc là, nous avons depuis avril jusqu'à décembre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, soit donc 9 mois. Donc nous avons un prorata. Donc là, il faut prendre la valeur d'origine, donc 72 000 sur 1,2 en hors taxe, bien entendu, multiplié par le taux d'amortissement. Donc nous avons le taux d'amortissement linéaire 20%, dégressif 40%. Donc on va retenir le taux de 40%. Donc, et multiplié par 9 sur 12, vous aurez donc 18 000. Donc les 18 000, c'est la dotation aux amortissements globale que le comptable va enregistrer au titre de l'exercice 2014 avec le prorata de 9 mois, du mois d'avril 2014 jusqu'à le mois de décembre. Sur le 18, les 18 000, vous aurez à la fois 9 000 au titre de dotation aux amortissements linéaires et 9 000 aux dotations dégressives. Et donc là, il faut cocher la première modalité qui correspond effectivement, bien entendu, à la première dotation dégressive à enregistrer. Donc là, vous pouvez vérifier facilement. Donc vous avez 72 000 sur 1,2 est égal à 60 000, la valeur, bien entendu, hors taxe, 60 000, fois 40% en termes de taux d'amortissement retenu, qui est un amortissement dégressif, est égal à donc 24 000, fois 9 sur 12, puisque nous avons un prorata, donc est égal à 18 000. Dans les 18 000, il y avait déjà 9 000 au titre de dotation linéaire et 9 000 aux dotations dégressives. Donc là, il faut cocher la première modalité. Donc là encore, on vous demande de calculer la dotation globale de l'amortissement qu'on doit enregistrer pour l'exercice 2017. Rappelez-vous, on avait commencé donc l'acquisition en 2014, mois d'avril 2014, avec un prorata de 9 mois. Et donc à partir de là, on a commencé la constatation de l'amortissement. Donc là, pour l'examen, je vous conseille dans votre brouillon, fait de brouillon, vous allez élaborer le tableau d'amortissement dégressif. Et à partir de là, vous pouvez facilement répondre à l'ensemble des questions de ce genre de manière à ne pas commettre des erreurs.
Donc là, on a commencé 2014 avec 9 mois, 2015 avec une année, 2016 avec une autre, une deuxième année, et 2017. Donc soit 14, 15, 16, 17, donc la quatrième ligne, et donc la quatrième année. Donc là, il faut calculer l'ensemble des dotations. Donc vous avez une dotation en 2014 de 18 000, en 2015 16 800, 2016 10 080, et bien entendu en 2017 la dotation sera de 6 720. Attention donc à la quatrième année, le taux d'amortissement constant devient supérieur au taux d'amortissement dégressif. Donc là on a 44,44 par rapport à 40. Et donc là on va retenir le taux d'amortissement constant. À partir de là, la dotation aux amortissements devient constante puisqu'on va appliquer le taux normal. Et à partir de là, donc on avait une VNA, un capital restant dû de 15 120. 15 120 fois 44,44% est égal à 6 720. Donc là, il faut cocher la première modalité. Pour ne pas commettre des erreurs, je vous conseille toujours d'établir le tableau d'amortissement jusqu'à donc répondre à la question demandée. Et pour éviter bien entendu les erreurs de calcul. Neuvième question, donc là pour enregistrer l'amortissement au titre de l'exercice 2015, le comptable est tenu de débiter le compte 61 933 et créditer le compte 28 33, débiter le compte 65 941 et créditer le compte 13 51. Puisque les mobilisations est amorties selon le mode dégressif, rappelez-vous, on constate la différence entre l'amortissement économique et l'amortissement fiscal, ce qu'on a appelé l'amortissement linéaire et l'amortissement donc dérogatoire. Et à partir de là, en termes d'enregistrement, chaque dotation donnera lieu à deux écritures. D'une part, l'amortissement normal, en débitant le compte dotation et créditant le compte amortissement, donc 61,28, et par la suite, constater la dotation complémentaire. Lorsque l'écart est positif, cela signifie que vous avez une dotation supplémentaire, et là vous allez utiliser les comptes dotation non courante, 65, et bien entendu l'amortissement exceptionnel, donc les comptes 13. Donc là pour l'exercice 2015, donc on avait démarré en 2014 avec un prorata de 9 mois, et en 2015, donc nous avons un exercice complet. On avait donc une valeur, une VNA de 42 000, donc 42 000 fois le taux d'amortissement dégressif 40%, donc est égal à 16 800. À partir de là, donc il faut constater la différence par rapport à l'amortissement constant. Donc l'amortissement constant consiste à appliquer le taux normal, 20%. Donc là, on va enregistrer 16 800 contre 12 000. Donc soit une dotation supplémentaire de 4 800. Et donc là, il faut cocher la troisième modalité, les deux écritures simultanément. Parce que d'une part, vous devez enregistrer l'amortissement économique, l'amortissement linéaire, en débitant le compte 61 933 et créditant le compte 28 33, dotation aux amortissements et amortissement, et compléter la dotation supplémentaire en utilisant les comptes 61, bien entendu, 65 941, dotation non courante pour amortissement dérogatoire, et 13 51, provision pour amortissement dérogatoire pour constater la dotation supplémentaire. Donc vous avez 12 000 plus 4 800. Donc là, il faut cocher la troisième modalité. Les deux écritures simultanément doivent être réalisées. Pour l'exercice 2016, toujours le même exercice. Donc on avait un capital restant dû de 25 200. Le taux d'amortissement à retenir est de 40% en termes dégressifs, puisque le taux d'amortissement constant est de 30,77. Et à partir de là, on va retenir toujours le taux d'amortissement dégressif. Donc là, 25 200 fois 40% est égal à donc 10 800. Donc nous avons enregistré 10 800 au lieu de 12 000. Donc soit une valeur négative, un écart négatif, qui traduit une reprise non courante sur amortissement dérogatoire. Et donc là, effectivement, pour enregistrer la dotation au titre de l'exercice 2016, vous aurez toujours deux écritures. D'une part, débiter le compte 61 933, dotation d'exploitation des installations techniques, matériels et outillage, et créditer le compte
2833, amortissement des installations techniques matérielles outillage d'une valeur de 12 000, et la différence avec l'amortissement dérogatoire donne lieu à une reprise. Et donc là, puisque nous avons une reprise non courante, il faut donc débiter le compte 1351, provision pour amortissement dérogatoire, et bien entendu créditer le compte reprise non courante sur amortissement dérogatoire, le compte 75 941. Et donc là, il faut cocher la première modalité, puisque à chaque fois qu'il y a un amortissement dérogatoire, un amortissement dégressif, vous aurez deux écritures. L'amortissement normal, économique, linéaire, et l'amortissement exceptionnel, dérogatoire et fiscal. Donc là, il faut cocher la première modalité, puisque vous allez mettre deux écritures simultanées, ayant donc la même date. Passons donc à un deuxième cas. Donc vous avez une entreprise C1 qui cède le 30 mars 2016 un matériel de bureau pour une valeur de 13 000 hors taxes par chèque bancaire. Ce matériel a été acquis le 5 avril 2013 pour un prix de 25 000 hors taxes. La durée de vie était de 5 ans. Dans un premier temps, on vous demande de préciser quels sont les comptes à mouvementer pour enregistrer le prix de la cession. Pour cela, vous avez trois modalités. Est-ce que vous devez débiter le compte 5141 et créditer le compte 7513? Est-ce que vous devez débiter le compte 7513 et créditer le compte 5141? Ou tout simplement, est-ce qu'il faut débiter le compte 5141 et créditer le compte 7513 avec le compte 4455? Donc là, nous avons une cession d'immobilisation. Nous avons un prix de cession, 13 000 hors taxes. Bien sûr, la TVA est toujours facturée puisque c'est un produit. Et à partir de là, donc, vous avez une rentrée d'argent. Puisque vous aurez une rentrée d'argent, le compte banque par chèque bancaire, le compte banque sera mouvementé, il sera alimenté. Et comme vous l'avez étudié en premier semestre, les comptes de l'actif augmentent par le débit et baissent par le crédit. Puisque le compte banque sera augmenté, ils doivent être débités. Et donc la deuxième modalité n'est pas correcte. D'ailleurs, pour les comptes de passifs et pour les comptes de produits, ils augmentent par le crédit et baissent par le débit. Donc là, nous avons un compte prix de cession qui va être augmenté. Donc c'est un compte de produit qui augmente par le crédit. Donc là, effectivement, il faut créditer le compte produit 7513 et débiter le compte banque 5141. Entre la première modalité et la troisième, il y a donc le compte 4455 qui représente la TVA. La TVA qui doit accompagner donc la cession en question. Donc il est indexé sur le prix de cession. Donc là, vous avez un prix de cession hors taxe et vous devez constater sa TVA. Donc 44,55 est à TVA facturée. Donc là, il faut cocher la troisième réponse puisque effectivement, en cas de cession, on débite le compte banque puisqu'il sera alimenté, il augmente par le débit, et on va donc créditer le compte produit de cession 75,13 avec état TVA facturé 44,55. Donc souvent les étudiants en matière d'évaluation marginalisent la TVA qui est aussi donc obligatoire. Donc passons à la 12e question. Donc là on vous demande d'estimer la dotation aux amortissements complémentaires que le comptable doit constater sur l'exercice ayant connu la cession en question. Donc là, nous avons l'entreprise CA5 qui avait cédé le 30 mars 2016 un matériel de bureau. Donc, au cours de l'exercice 2016, notamment à la fin du mois de mars, l'entreprise avait donc cédé l'immobilisation en question. Et donc, depuis le début de l'exercice jusqu'à 30 mars, donc nous avons janvier, février, mars, 3 mois, on doit donc constater l'amortissement correspondant à cette période, entre le début de l'exercice jusqu'à la date de cession. Donc là, nous avons la valeur d'origine, 25 000 sur 5. Bien entendu, 25 sur 5 est égal à 5 000. Donc c'est la dotation complète que l'entreprise est censée enregistrer sur l'exercice entier, étant donné qu'il a cédé à la fin du mois de mars l'immobilisation en question, on applique donc le prorata. Donc 5 000 fois 3 mois sur 12, janvier, février, mars,
est égal à donc 1250. Et donc là, effectivement, vous devez cocher la première modalité. Donc 5000 correspond à la dotation entière. 3750 correspond à l'amortissement que l'entreprise a raté suite à la cession de l'immobilisation. Si on avait gardé l'immobilisation dans l'actif de l'entreprise, on n'allait pas perdre l'équivalent de 3750, qui est la différence entre 5000 et 1250. Donc là, la dotation aux amortissements complémentaires qu'on doit enregistrer en comptabilité correspond à la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois le prorata 3 mois sur 12. Donc là, on vous demande de préciser la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation cédée. Donc là, comme vous le savez, la valeur nette d'amortissement est calculée par la différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement, depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de la cession. Donc là, vous avez la valeur d'origine de 25 000, moins le cumul d'amortissement. On avait acquis le matériel au cours de l'exercice 2013, avec le mois d'avril. Donc il y avait un prorata de 9 mois, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc nous avons 9 mois qu'on a constaté en 2013. On a constaté 2014 exercice entier, 2015 année entière et 2016 uniquement les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Donc on avait 2013 avec 9 mois, 2014 entière, 2015 entière et 2016 avec uniquement 3 mois. Donc on avait 9 mois plus 3 mois est égal à une année, comme si on avait donc comptabilisé 3 dotations complètes sur les 3 années. 9 mois plus une année plus 3 mois, donc est égal à 3 ans. Donc vous avez 25 000, la valeur d'origine sur 5 est égal à 5 000, fois 3 fois, donc l'équivalent de 3 exercices est égal à 15 000. Et donc là, effectivement, la valeur nette d'amortissement est égale à la valeur d'origine, donc 25 000 hors taxe, moins le cumul d'amortissement qui est de 15 000, donc est égal à 10 000. Donc 25 000 correspond à la valeur d'origine, 15 000 correspond au cumul d'amortissement depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de la cession, et par la suite 10 000 correspond à la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation cédée. Donc là, on vous demande de constater la sortie d'immobilisation à travers une écriture comptable. Et à partir de là, vous avez 3 modalités. Soit débiter le compte 28 352 et créditer le compte 23 52, débiter le compte 28 352 et créditer les comptes 65 13 et 23 52, ou débiter les comptes 28 352 et 65 13 et créditer le compte 23 52. Donc, comme on a déjà vu lors de notre cours présentiel et même dans les vidéos explicatives que je vous ai mis sur ma chaîne YouTube, en cas de sortie de l'immobilisation, il faut donc créditer le compte de l'immobilisation concernée. Donc là, nous avons matériel de bureau 2352, effectivement accrédité pour constater la sortie et fermer donc le compte en question. Donc là, effectivement, il faut créditer le compte 2352 de la valeur d'origine, 25 000. Et en contrepartie, vous allez débiter le cumul d'amortissement que l'entreprise a enregistré depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de la cession. Donc là, il faut débiter le compte 28 352, amortissement du matériel de bureau, de valeur de 15 000. Et débiter aussi la valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles cédées, 65 13, avec la valeur de 10 000. Et là, effectivement, il faut cocher donc la troisième modalité. Débiter d'une part le cumul d'amortissement et la VNA et créditer d'autre part le compte de l'actif immobilisé en question. Donc voilà, tout au long de cette vidéo, j'ai essayé un peu de vous sensibiliser quant au déroulement méthodologique de l'évaluation. Donc là, je rappelle toujours le fait que vous devez travailler sérieusement les supports que je vous ai communiqués via le site de la faculté et même les vidéos sur ma chaîne YouTube, de manière à comprendre le contenu du module en question. Et là encore, le contenu sera principalement axé sur ce qu'on a déjà vu dans notre cours magistral en amphi, et accessoirement, éventuellement, des questions sur les chapitres qu'on a étudiés en ligne à travers ma chaîne YouTube et le blog aussi que je vous ai créé et le site de la faculté. Donc là, je vous demande de comprendre le cheminement comptable de manière à vous préparer convenablement à l'évaluation en question.
Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes au centre de nos préoccupations. Donc je vous demande de laisser vos commentaires, vos observations, vos questions, soit sur mon blog que je vous ai créé tout au long de la période du confinement, soit tout simplement en commentant la présente vidéo. Et je vais répondre à toutes vos questions en relation bien entendu avec le module de comptabilité générale. Donc voilà, je vous souhaite une excellente suite de parcours et très bonne chance pour vos examens. À très bientôt.